Merci Rémi André. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Que se passe-t-il avec Donald Trump? Hier, en mangeant ma 4e coque de porc, Le désormais prochain président réitère ses menaces sur le canal de Panama j'ai eu une fucking elimination. et le Groenland et Paris, France. Plaisante les filles. Voilà, c'est là où vous avez des progrès à faire. Vous êtes encore trop tendre. Est-ce que ça vous choque? Non, ça ne me choque pas. C'est pour ça que vous n'atteindrez jamais la grandeur de l'Amérique. Des gens puissent faire une blague ou des rassemblements symboliques. L'ennemi, ce sont les chips. Nous sommes en guerre. Mais quelle guerre? Quelle guerre? Avec un S, avec un grand pluriel. Quelle guerre? Eh bien d'abord, nous allons parler de cette guerre de l'information, ou plutôt de la désinformation, qui existe, hélas, depuis des siècles, mais qui s'est absolument explosée de façon exponentielle, je dirais, avec les réseaux sociaux, avec les grandes plateformes, etc. Et voilà-t-il pas qu'un vent, certains disent de liberté, d'autres disent attention, attention, souffle dans les voiles d'Elon Musk, de Trump, de X, etc. Et on voit la surprenante conversion de Mark Zuckerberg, oui, le fondateur, le créateur de Meta, Facebook, Instagram et compagnie, qui dit terminez fact-checkers, terminez tout ça, terminez la censure. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Ben, on va en parler avec Idriss Aberkane. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec l'Algérie? L'Algérie, 1832... 60 ans d'indépendance et la fièvre monte des deux côtés. Et pour quelle raison? Et sans parler de Boualem Sansal, emprisonné en tout cas depuis, et je rappelle qu'il est souffrant d'un cancer depuis novembre dernier. Qu'est-ce qui se passe? On en parlera avec l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Triancourt, qui connaît très bien la question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est encore une fois un miroir qui réfléchit sur la situation de l'Europe en général et de la France en particulier. Et puis, après les perles, effectivement, d'Elon Trump qui veut reprendre le Canada, de ce qui s'est passé hier, effectivement, les réjouissances sur la mort de Jean-Marie Le Pen, eh bien, Jean-Marie Le Pen, eh bien, nous l'écouterons de 13 à 14 heures parce que nous avons réalisé la dernière interview qu'il a donnée. C'était en octobre 2023. Nous étions allés chez lui à Rueil-Malmaison et vous l'écouterez ce qu'il a à dire. C'est la dernière interview qu'il est accordée à un média. Et puis nous en parlerons avec vous. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Miracolo ou malédiction, hein, ça dépend de quel côté on se place. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, Meta, Facebook, Instagram, hein, des très grands, des géants de l'information et des réseaux sociaux, eh bien, il regrette la censure sur Facebook et Instagram et promet de rétablir la liberté d'expression. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et qui nous vient d'Amérique? Une espèce de vent nouveau dont on ne peut pas dire qu'on s'y attendait. Et quelque chose est en train de se passer. On va en parler tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Ah, il est magnifique, Gérard Lenormand. Tu peux, journaliste, tu peux écrire tout ce que tu veux. Tu peux écrire tout ce que tu veux, c'est bien ça, hein? Pour un certain nombre de journalistes dans le monde entier, quand on leur dit tu peux écrire tout ce que tu veux, alors c'est une nouveauté. Ben, c'est bien. Mais j'ai l'impression que c'est un peu nouveau. Parce que écrire ce qu'on veut dans certains pays, et pas seulement de des pays dictatoriaux, ça peut amener et susciter quelques appels pas si démocratiques que ça. Mais
voilà ce que dit Mark Zuckerberg. Lui, sur les messages sur les réseaux sociaux avant-hier, nous allons nous débarrasser des fact-checkers, vous savez, c'est les contrôleurs d'information, et les remplacer par des notes de la communauté similaires à celle de X, en commençant par les États-Unis. Voilà. Je rappelle, très rapidement, Facebook s'est mis en place en 2016, quelques mois seulement après la première élection de Donald Trump, en 2016, un dispositif de vérification par des tiers des informations partagées sur ces plateformes. Destiné à lutter contre les, entre guillemets, fake news. Ce programme, écoutez-moi bien, éditeur de Sud Radio, résident de Sud Radio, se rémunère plus de 80 médias à travers le monde, dont l'agence France Presse, dans l'Hexagone, ABC News et The Associated Press aux États-Unis. Donc, l'agence France Presse était en partie financée par Mark Zuckerberg et Facebook. Alors, ce qu'il dit, évidemment, il change un tout petit peu il retourne un peu sa veste, le fondateur de Facebook. Les récentes élections donnent l'impression d'un point de basculement culturel vers une nouvelle priorité accordée tenez-moi bien, à la liberté de parole. Alors, avant de critiquer les gouvernements et les médias traditionnels qui auraient poussé à censurer de plus en plus, c'est ce que dit Mark Zuckerberg. Les médias et les gouvernements traditionnels nous ont poussé à censurer de plus en plus. Un sacré changement sémantique, il faut le dire. Mais il ne s'arrête pas là, Mark Zuckerberg. Il dit qu'il allait supprimer certaines politiques de modération sur des sujets tels que l'immigration et le genre, qui se voulaient à l'origine inclusives, mais qui ont été, j'utilise toujours les paroles de Zuckerberg, qui ont été utilisées pour étoffer des opinions contraires. C'est aller trop loin. Voilà. Donc, attention, les systèmes de modération automatisés sur l'évaluation de grande gravité et tout ça, voilà, on va recontrôler les algorithmes, etc. Et il dit, et il termine là-dessus, il n'y aura plus de mauvaises choses sur Facebook et Instagram. La réalité, c'est un compromis. Nous allons intercepter moins de mauvais contenus, mais nous allons aussi réduire le nombre de comptes et de posts de personnes innocentes que nous supprimons par erreur. Et je rappelle d'ailleurs que Facebook avait supprimé Donald Trump en début 2021, avait supprimé la parole de Donald Trump. Et en fait, dernier mot, l'équipe de Meta, la grande équipe de Meta, déplace son équipe de sécurité et modération des contenus de Californie au Texas pour ne plus être accusé de parti pris pro-démocrate. Nous allons revenir à nos racines, etc., etc. Idriss Aberkane, bonjour. 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 Heureux de vous recevoir, comme d'habitude, ici dans cette émission. Alors, qu'est-ce que c'est? Coup de théâtre, ouvrier de la 11e heure, conversion tardive, et qu'est-ce que ça implique, à votre avis? On est sur une vraie révolution, là. Ça parlait de... Je citais notre président, Emmanuel Macron, ça parlait d'international réactionnaire pour Elon Musk, alors que l'on sait que Facebook, au contraire, a participé à tout un tas de renversements de gouvernement, coups d'État, révolutions et autres. Et là, en fait, on a un Zuckerberg qui a parfaitement senti le vent tourner aux États-Unis, à savoir dans le sens de Donald Trump. Et c'est pas du tout une posture temporaire. En fait, d'une part, il a nommé à son conseil d'administration le patron de l'Ultimate Fighting, l'UFC, monsieur Dana White, qui est très proche de Joe Rogan, donc le podcasteur conservateur, le podcasteur le plus suivi au monde, qui avait été censuré aussi, qui avait été harcelé par les médias. On se rappelle que quand il avait parlé de l'ivermectine, CNN avait colorié son visage pour donner l'impression qu'il était malade. Ils avaient mis un filtre pour lui donner un teint gris, pour donner l'impression qu'il était malade. Et c'est Joe Rogan, bien sûr, qui a interviewé Donald Trump, et Kamala Harris a refusé de passer chez lui. Tout à fait. Ce en disant que c'était lui qui avait refusé ce qui était faux. Donc on en revient au problème des fact-checkers qui peuvent mentir. Donc mettons les pieds dans le plat. Oui, les fact-checkers ont menti. Plusieurs fois, on a plein d'exemples de ça. En France, on se rappelle d'un certain Julien Pain qui avait dit que le pass ne serait jamais vaccinal, je cite, un verbatim avec l'argent public, ou que les myocardites se soignaient. Bon, très bien, on est ravis d'avoir l'avis d'un non-médecin et non-scientifique sur ce point particulièrement technique. Mais au-delà de ça, on a eu des cas bien plus graves. Il a été révélé tout dernièrement que tout le monde savait à Washington pour la sénilité de Joe Biden. Dès le début de son mandat, tout le monde savait. Depuis 4 ans, on le savait, c'est le Wall Street Journal qui l'a annoncé récemment. Exactement, alors que les fact-checkers nous disaient que c'était une théorie du complot. On avait même des journalistes en France qui disaient, je cite, que M. Biden était un cador. C'est un type extraordinaire du niveau d'Obama.
dont je rappelle qu'il a fait plus de voix aux élections que lui. Biden a fait techniquement plus de voix que Obama aux élections. Donc les fact-checkers, disons que c'est pas parce que c'est eux qui le disent que c'est forcément faux, mais il faut tout vérifier. Il faut toujours repasser derrière eux. Il faut vérifier les vérificateurs, quoi. C'est ça. Ah oui, systématiquement. Systématiquement. Et c'est pour ça que Glenn Greenwald, qui est peut-être le plus grand journaliste vivant aujourd'hui, Glenn Greenwald, c'est le héros du journalisme qui a révélé l'affaire Snowden. Tiens, ça aussi, on nous avait dit que c'était une théorie du complot. Avant que Snowden, en 2013, ne révèle que la NSA espionnait massivement le monde entier, en contravention de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme. La National Security Agency, je rappelle la NSA, tout à fait. Tout à fait. Donc la NSA s'immisce dans les correspondances privées du monde entier, ce qui est une violation des droits de l'homme, tout simplement. Eh bien, Glenn Greenwald a révélé ça avec Snowden. Eh bien, avant, bien sûr, on disait, les fact-checkers nous disaient que ça, c'était de la théorie du complot, mais surtout, Glenn Greenwald a dit sur X, Twitter, il a dit, c'est très simple, toute personne qui se décrit comme spécialiste de la désinformation est un escroc. Point. Pas de discussion. C'est le meilleur journaliste au monde qui parle. Il a dit, toute personne qui se présente comme spécialiste de la désinformation est un escroc. Ce métier, ce job n'existe pas. Il y a journaliste, charte de Munich ou pas charte de Munich. Et il n'y a pas d'entre-deux. Soit on respecte la charte de Munich, soit on la trahit. Donc, Zuckerberg s'est rendu compte de cela, il est en train de changer complètement son image, il est devenu plus accessible, il a changé même sa coupe de cheveux, il fait beaucoup de sport, il est devenu champion de jiu-jitsu brésilien, etc. Donc plus son intérêt pour les sports de combat. Et en fait, il a donc bien senti le vent tourner, d'autant qu'aux États-Unis, une affaire antitrust n'était pas complètement exclue. Il faut rappeler que Donald Trump a plusieurs modèles sur le plan politique. Il a donc Andrew Jackson, qui est un des premiers présidents America First. Il a Grover Cleveland, auquel il est souvent comparé, qui était le président à l'époque de l'exposition universelle de Chicago, l'équivalent de l'exposition universelle de 89, la Tour Eiffel, l'époque Tour Eiffel des États-Unis. Et il a, je voulais conclure là-dessus, il a Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, c'est l'antitrust. C'est le président qui détruit les trusts avec la Standard Oil et qui fait appliquer le Sherman Antitrust Act de 1901. Et qui casse les trusts. Eh ben là, ça commence à arriver. Moi, donc vous dites que les plateformes, en fait, les GAFAM, ce qu'on appelle les GAFAM, c'est un trust qui va peut-être être démantelé. C'est ça ce que vous impliquez, Idriss Aberkane ? Ça commence. Certains trusts sont en train d'être sur la sellette. Je pense à Google. Google s'est pris une décision qui va l'obliger à vendre Chrome, son navigateur Internet Chrome. Google contrôlait beaucoup trop les données des gens. Avec ce navigateur plus le reste. Et donc, Google va être obligé de faire ça. Les utilisateurs d'iPhone ont vu arriver, dernièrement, une petite mise à jour où ils doivent valider que Safari sera leur navigateur par défaut. Et pour valider ça, quand ils sont sur leur téléphone, ils doivent défiler toute la liste des navigateurs. Ça inclut Brave, ça inclut Firefox, etc., Opera. Ils doivent défiler entièrement la liste pour bien prouver qu'ils sont conscients qu'il existe d'autres navigateurs. Et ensuite mettre non, je veux rester à Safari ou pas. D'accord. Ça, c'est nouveau. Eh ben, Mark Zuckerberg sait très bien que ça pourrait lui arriver aussi si il, pardonnez-moi, décidait de jouer au con et que il a tout intérêt à se rapprocher de la politique actuelle aux États-Unis parce que sinon, il pourrait arriver malheur à sa société. Donc, je pense que c'est une posture générale. Est-ce que vous pensez que ça peut atteindre un certain nombre de, par exemple, plateformes comme YouTube et autres, YouTube dépendant de Google, je crois. Est-ce qu'en fait, au-delà de ce qui se passe chez tel ou tel Google ou autre, est-ce que c'est presque une théorie des dominos qui commence à ce qui se passe là, ou bien on sent déjà l'Europe un peu se rétracter en disant si X continue, eh ben écoutez, on va fermer, on va empêcher X, on va fermer les frontières, je ne sais quelles frontières, hertziennes ou satellitaires ou autres, à X et autres. Est-ce que on part vers là, Idriss Aberkane, à votre avis? L'Union européenne n'a aucune carte à jouer. Mais c'est même incroyable de voir à quel point elle est à poil en termes de poker, et elle ne s'est pas bluffée non plus. Je vous donne un exemple simple. Pendant que Macron parlait d'une conspiration internationale réactionnaire, pour Musk, là on est dans le vrai dérapage conspirationniste pour le coup. Eh ben, on achetait des Starlink pour Mayotte. Oui. On achetait des Starlink, bien sûr. Donc c'est très rigolo, comme disent les Marseillais, des paroles verbales. C'est marrant.
Mais bon, on achète des Starlink à Mayotte parce qu'on est à poil. Et que si on veut déployer un réseau de télécommunications, Musk, il a 40 ans d'avance. Donc, il y a déjà ça. Alors, c'est pareil pour l'Ukraine, bien sûr. Hein. L'Ukraine sans Starlink, c'est terminé. Et puis, en Allemagne, parce que Musk a vertement critiqué Scholz. Et apparemment, en effet, les chefs d'État qui critiquent, ils ont tendance à dégager très peu de temps après. Eh bien, Musk, il a construit la plus grosse usine d'Europe, la Gigafactory Berlin. Il n'y a même pas de numéro 2. Hein. C'est la plus grosse usine d'Europe, c'est la Gigafactory Berlin qui fabrique les Tesla en Europe. Donc il a le bouton on-off de l'économie allemande, Pépère. Donc on ne peut pas comme ça dire qu'on va rentrer en bras de fer. On l'a bien vu avec Thierry Breton, encore une fois, qui avait tenté, et puis Ursula von der Leyen lui avait dit arrête tes bêtises parce qu'il a le bouton on-off de notre économie. Ouais. Et justement, alors, on va continuer juste après cette petite pause, Idriss Aberkane, et on va essayer de terminer pour le moment un plateau très provisoire, un paysage très provisoire de la campagne, mais elle s'annonce extrêmement mouvementée. À tout de suite après cette petite pause. Avec toute l'équipe des Vraies Voix de Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et nous sommes toujours avec Idriss Aberkane, essayiste dont il faut lire tous les livres, notamment Le Triomphe de votre intelligence, édition Robert Laffont, son plus récent. Et il faut se dire ceci, c'est intéressant, Idriss Aberkane, dans ce t-shirt noir dont vous parliez, là, quand il a fait son message vidéo, il dit l'Europe a un nom, il parle de l'Europe, il parle d'Amérique latine et il parle de la Chine, il dit l'Europe a un nombre croissant de lois qui institutionnalisent la censure et rendent difficile toute innovation. Et ce qui est intéressant, c'est que sur X, à l'annonce de Facebook virant les fact-checkers, Elon Musk a simplement répondu « c'est cool ». Alors, ça amène à quoi, en fait? Ça amène, au fond, que c'est la grande bagarre aujourd'hui entre ceux qui veulent se dire là on va trouver des murs, il faut qu'on trouve des obstacles, c'est pas possible de laisser tout passer comme ça, et ceux qui disent écoutez, c'est quoi la liberté, c'est quoi la liberté d'expression, c'est quoi la liberté au-delà de la presse, c'est quoi la démocratie? Enfin, en tout cas, la question est vraiment posée là. Oui, en effet, il faut bien souligner que les États-Unis ont le premier amendement et que c'est constitutif, sans mauvais jeu de mots, hein, c'est dans leur constitution bien sûr, mais c'est constitutif de leur identité. Le premier amendement, ils rigolent pas avec. Beaucoup de gens disent que les Américains ont le premier et le second amendement. Donc le premier amendement, liberté d'expression, second amendement, droit de porter des armes de guerre, hein, pas de chasse, et que bien entendu le second est là pour protéger le premier au cas où le premier n'aurait pas suffi. Et c'est l'identité même des États-Unis, hein, le premier amendement, c'est comme ça qu'ils se sont constitués. Donc ils ne plaisantent pas avec ça. Et aucun État en Europe n'a de premier amendement. Il y a certaines reconnaissances, certaines limites de la liberté d'expression qui sont très rapidement encadrables par la loi, mais ce niveau de sanctuarisation constitutionnelle, vous ne le trouvez qu'aux États-Unis. Et ça fait que tout un tas de lois de censure ne peuvent pas passer aux États-Unis pour cette raison. Or, mais est-ce qu'ils peuvent passer en Europe? Est-ce que, par exemple, très exactement, si par exemple on dit voilà, écoutez, X, comme disait Thierry Breton et autres, s'ils commencent à exagérer, la Commission européenne ou autres, ou les gouvernements européens disent écoutez, on va arrêter X. C'est faisable, en tout cas. Bien sûr. Ouais. Alors, il faut savoir que si jamais, là on parle légalement. Légalement, oui. Bon, maintenant, pareil, en termes de bras de fer. Bernard Arnault reçoit un coup de fil de Donald Trump qui lui dit que la totalité des vins et spiritueux vont choper 100% de droits de douane aux États-Unis. Je peux vous garantir que dans l'heure, parce qu'il faut se rappeler que Thierry Breton est aussi l'exécuteur testamentaire de Bernard Arnault, hein, c'est quelqu'un de très proche du groupe Arnault. Dans l'heure, Thierry Breton arrête ses conneries. Que dis-je, dans la minute. Et Donald Trump l'avait évoqué, puisqu'il y avait un autre cas, une négociation un peu épineuse avec des géants américains, entre Trump et Macron. Et Trump avait expliqué à la presse américaine, il avait dit voilà, Macron m'avait dit attention, on va interdire tel ou tel avec Bruno Le Maire. Bon. Et Trump avait dit bon, moi c'est très simple, je vais décrocher mon téléphone et je vais mettre 100% de droits de douane pour les vins et spiritueux français à l'échelle américaine. Et il lui a dit non Donald, non, don't do that. Voilà, don't do that. Et que c'est là que Donald s'est en effet moqué de lui en imitant son plus bel accent français, disant please Donald, don't do that. Donc ça prouve que les Américains ne prennent au sérieux aucun
pays de l'Union européenne pour ce qui est des négociations commerciales, et que si jamais l'UE venait à interdire X, surtout maintenant qu'il y a une proximité aussi importante entre Musk et Trump, ce serait une rétorsion sans pitié sur le plan douanier à laquelle aucun des pays de l'Union européenne n'est prêt. Ensuite, je montrais un autre rapport de force. On avait donc le Royaume-Uni a pris un tournant full dictatorial. Ils ont incarcéré un pauvre pépé pour avoir manifesté contre la politique britannique. Tout à fait. Il y a un type qui avait un t-shirt It's okay to be white. Alors bon, moi je veux bien It's okay to be white en soi. Je suis juge. Il y a rien de criminel là-dedans. Après, on peut toujours se dire oui, mais est-ce que le mec il est pas proche du Ku Klux Klan? On vérifie. Non, pas du tout. Il était pas proche du Ku Klux Klan ni rien. C'était un type tout à fait standard. Le gars a fait de la tôle. Donc Musk s'en émeut. Il a fait plus de tôle que les violeurs de Rotterdam et Alford. Exactement. Mais exactement. Il a fait plus de tôle, en effet, que les gangs aujourd'hui de violeurs au Royaume-Uni, dont on a la preuve qu'ils ont été protégés pour des raisons politiques. C'était pas simplement ils sont passés entre les mailles du filet. Non, non, non. Les gens savaient, ils les ont protégés pour des raisons bassement électorales. C'est absolument immonde. Eh ben, Musk en parle. Et bien là, on a des députés britanniques qui disent « Ah, Musk, on va vous convoquer. Vous allez voir ce que vous allez voir, on va vous convoquer. » Et Musk dit « Non, vous n'avez pas compris dans quel sens va le rapport de force. C'est nous qui allons vous convoquer parce que vous avez intimidé des citoyens américains sur le sol américain. On a les preuves que quand des citoyens américains ont posté sur Twitter, ont posté sur X pour critiquer la situation de censure qui se passe chez vous, vous les avez intimidés, vous les avez menacés d'amende. Ça s'appelle une conspiration contre les droits aux États-Unis. Ça risque 10 ans de prison, ça rigole pas. Eh ben, ça, c'est une conspiration contre les droits. Et vous êtes, membres du Parlement britannique, livrés à une conspiration contre les droits fondamentaux américains. C'est moi, Elon Musk, membre de l'administration Trump, qui vais vous faire convoquer. Donc, d'entrée de jeu, il leur a tout de suite dit, pardonnez-moi, c'est, vous savez, le bon vieil argot afro-américain, who's your daddy? D'accord ? Qui c'est ton papa ? Et le rapport de force, il est comme ça tout le temps avec Musk. Parce que je vous ai parlé de Starlink, je vous ai parlé de la Gigafactory, je vous ai parlé des droits de douane, et on aurait pu en parler encore et encore. Donc ils n'ont aucune carte en main. La seule carte en main qu'ils ont, c'est le ministère de la parole auprès d'une audience crédule. Mais quand on analyse le rapport de force, le jeu est plié. Ouais. C'est intéressant. Eh bien, bye bye les fact-checkers qui n'étaient plutôt les fake-checkers, il faut bien le dire. Hein. Et vous êtes bien placé pour le savoir, Idrissa Berkane. Écoutez la suite du feuilleton au prochain numéro. Merci. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Je ne vous demande pas de vous repentir pour ce qu'ont fait vos aînés, mais au moins, il faut reconnaître mon martyr. Le martyr de la résistance, le martyr de la lutte armée. Les milliards de dollars ne vont pas me le rendre, et sa valeur est beaucoup plus élevée que n'importe quelle somme d'argent. Je ne vous demande pas des indemnités sous forme d'argent, je veux une indemnité morale, et il faut reconnaître ce qui s'est passé. Je me considère comme l'enfant de Mustapha Ben Boulaïd. Et voilà, et je ne demande pas d'argent, je demande, nous sommes des victimes, je demande réparation. Qui parle? Eh bien, c'est le président algérien, Monsieur Tebboune, de l'un de ses très nombreux discours ces temps-ci, sur la France, sur les relations entre la France et l'Algérie, et qui, effectivement, on en a déjà beaucoup parlé, mais là, ça a atteint un degré, je dirais, de violence, en tout cas d'intensité, assez rarement égalé, je crois. Xavier Driancourt, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Algérie. Je le rappelle que vous avez été pendant 7 ans, une période de 4 ans et une période de 3 ans, sous 2 présidents différents, voilà. C'est ça. Sarkozy. 2 présidents français et 2 présidents algériens. Différents, et 2 présidents algériens, exactement. Et alors là, on a l'impression, et il y a aussi Boualem Sansal prise en otage, en tout cas depuis au moins 2 mois, sinon plus. Mais au fond, qu'est-ce qui se passe? Vous avez reçu, on en avait parlé au départ, les refus de Monsieur Tebboune de venir en France et 3 visites recalées. Mais qu'est-ce qui fait que la situation, en tout cas que le ton monte de plus en plus, malgré les accords de 2022, etc. Ouais.
Comme vous l'avez dit, on est dans une escalade sans précédent. Ce qui a déclenché cette escalade et cette nouvelle crise franco-algérienne, parce qu'il y en a déjà eu beaucoup avant, mais celle-ci est durable et profonde, c'est la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental. Ouais. Et c'est ça le point de départ. Parce que pendant des années et des années, nous avons eu un jeu d'équilibre entre Maroc et Algérie en tant que membre du Conseil de sécurité à l'ONU sur la question du Sahara occidental. Et puis depuis très longtemps. Depuis c'était la politique depuis Chirac, depuis Mitterrand. D'accord. Il y avait toujours un équilibre entre les deux pays et à l'ONU nous jouions cet équilibre. Et puis pendant 7 ans, le président de la République a quand même eu une politique pro-algérienne très prononcée. Et du coup, les Algériens se sont crus soutenus par la France. Et puis au mois de juillet dernier, ils lisent avec stupeur la lettre du président Macron au roi Mohamed VI sur la reconnaissance du Sahara occidental. Ensuite, il y a le voyage du président Macron, la visite d'État à Rabat. Ensuite, il y a le prix Goncourt attribué à Kamel Daoud, qui est aussi un élément du tableau dans le à contexte. l'Algérien, Kamel Daoud, voilà, mais qui fait un roman, évidemment. Et pour eux, c'est la preuve d'un complot franco-maroco-sioniste, comme ils disent. D'accord. Lisez les tweets de l'APS ou autre, l'agence de presse algérienne. C'est le complot franco-maroco-sioniste. Et Boualem Sansal est l'otage de cette nouvelle crise franco-algérienne, mais qui est très profonde. Et vous avez cité le discours du président Tebboune, auquel M. Macron a répondu à la conférence des ambassadeurs lundi en disant que ça déshonorait l'Algérie. Mais alors, justement, d'abord, une question, à votre avis. Est-ce qu'il fallait rompre cette, je dirais, pour des raisons qu'on peut comprendre, politiques, plus penchées vers le Maroc, mais est-ce qu'il fallait rompre entre cet équilibre ou cette neutralité sur la question du Sahara, ou pas, à votre avis? C'est très compliqué, parce que en réalité, le président de la République, pendant 7 ans, donc, a eu une politique, notamment beaucoup de gestes mémoriels vis-à-vis de l'Algérie. C'est vrai. Mais d'un autre côté, nous nous étions brouillés avec le Maroc. Vous vous souvenez de l'affaire Pegasus, etc. Tout à fait. Et il faut le rappeler, oui, les histoires des renseignements, les écoutes téléphoniques ou autres, voilà. Mais nous étions brouillés avec le Maroc. Donc, je pense que le président, je n'en sais rien, mais j'imagine que le gouvernement, le président, se sont dit, bon, bah, décidément, il n'y a rien à attendre de l'Algérie. Et il faut bien qu'on sorte de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons avec le Maroc. Et le Maroc a sans doute très habilement, subtilement négocié, en quelque sorte. Il a dit ce sera à condition qu'il y ait la reconnaissance du Sahara marocain. Marocain, c'est ça. Donc, alors, il y a eu ce qu'il y a eu et ça a envenimé, enfin pour vous, et ça a envenimé. Les Algériens se sont sentis trahis. Trahis, ouais. Et d'où là. Alors, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, attendez, l'Algérie, c'est un pays riche, vous le savez mieux que moi, riche de ses minerais, riche de ses. Enfin, c'est l'un des pays les plus riches d'Afrique, pas seulement d'Afrique du Nord. Mais qu'est-ce qui fait cette obsession française? Qu'est-ce qui fait que depuis des semaines, des mois, voire des années, alors je veux bien le passé de l'Algérie et de la France, on le connaît, mais qu'est-ce qui fait que c'est devenu à ce point obsessionnel, à ce point monocolore, je dirais? L'Algérie, c'est de la politique intérieure française, mais la France, c'est de la politique intérieure algérienne. Ah oui, c'est toujours ça. Voilà, il y a ça. Mais aujourd'hui, ça a atteint un degré très fort. Il y a une espèce de fuite en avant du côté algérien. Parce que le pays est très fragile sur le plan intérieur. Le pouvoir est fragile. Tebboune a été réélu avec 10% de participation, mais quand même 85% des voix. Le régime est soutenu. Mais 10% de participation. 10% de participation. Et en Kabylie, il y a certains bureaux de vote qui n'avaient ni assesseur et qui avaient 0% de participation. Mais monsieur l'ambassadeur, alors Xavier Drancourt, c'est nouveau ça? Est-ce que cette participation des Algériens? Le taux de participation est le seul indice intéressant
en Algérie, puisque les gens ne votent pas. Ouais. Et y compris les franco-algériens qui votent aux élections en France, mais qui ne votent pas aux élections algériennes. Donc le seul indice, c'est le taux de participation. Et là, il était de 10%. Donc il a été réélu avec 85% des voix de ces 10%. Et puis il y a depuis quelques semaines un hashtag sur les réseaux sociaux qui appelle à la révolte et qui dit « Je suis mécontent ». Mécontent de qui? Mécontent du pouvoir algérien. Et le pouvoir a très peur d'un nouveau Hirak qui a fait chuter Bouteflika. Donc, sur le plan intérieur, ils sont conduits à serrer les boulons. Et puis, sur le plan international, l'Algérie est très isolée. Brouillée avec le Maroc, brouillée avec l'Espagne, brouillée aujourd'hui fortement avec la France, brouillée avec le Mali d'où elle a été exclue, on l'oublie souvent, alors que le Mali c'est l'arrière-cour de l'Algérie. Bouteflika y avait été pendant la guerre, Ouyaria, Premier ministre algérien, avait été ambassadeur au Mali, il y a toujours un tropisme malien. Même chose pour le Niger, et puis il y a l'affaire syrienne. Et la Russie a laissé tomber Bachar. Donc, voilà, il y a une sorte de crispation. Oui, il y a un axe là qui s'est effondré par rapport à la Syrie et tout ce qui s'est passé. Il y a une crispation, une fuite en avant du pouvoir algérien, et on retrouve cette obsession française, comme vous avez dit. Alors, on va continuer à en parler tout de suite après cette petite pause avec Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Jusqu'où ça peut aller? On en parle tout de suite après cette petite pause. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Algérie française, France algérienne, en tout cas, la tension, je ne dirais pas tension comble, mais elle va très 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 loin. Nous en parlons avec Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie. Et justement, quelques points quand même. 2022, après, donc il y a 2 ans, crise en Paris et Alger sur la question des visas accordés aux ressortissants algériens. Les chefs d'État français et algériens avaient signé à Alger une prometteuse déclaration pour un partenariat renouvelé entre la France et l'Algérie. Et voici que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dit « Mais nous observons des postures, des décisions de la part des autorités algériennes qui nous permettent de douter de l'intention des Algériens de se tenir à cette feuille de route, parce que pour tenir la feuille de route, il faut être 2. Le dernier tango à Paris ou le dernier tango à Alger, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous ? Qu'en termes diplomatiques, ces choses-là sont dites. Non, parce que l'heure n'est plus au doute. C'est une certitude maintenant. Quand on a écouté le discours de Tebboune, c'est de la certitude. Il n'y a aucun doute à avoir sur les intentions algériennes. Et on voit bien que aujourd'hui, il y a des relais algériens en France qui sont utilisés, les fameux influenceurs, la mosquée de Paris, les consulats algériens. Il paraît que vous avez eu vous-même maille à partir avec la mosquée de Paris. Exactement, qui m'a cité comme étant connu pour mon hostilité aveugle. À l'égard du pays où j'ai été en fonction. On pourrait dire du recteur de la mosquée de Paris que lui-même est connu pour son hostilité aveugle pour le pays dans lequel il est en fonction. Mais donc voilà, il y a aujourd'hui, la crise n'a sans doute jamais été aussi violente, aussi grave. Depuis 60 ans, enfin depuis. J'ai bien l'impression, oui. Il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie à Paris. Depuis 6 mois, en fait, les canaux sont plus ou moins coupés avec l'Algérie. Et alors justement, et on va loin, parce que ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on revive. Je rappelle que l'Algérie était indépendante, je le dis depuis 1962, si mes souvenirs sont bons et si ma mémoire est bonne, eh bien le président Tebboune dénonce les mensonges sur l'Algérie et il accuse la France d'avoir commis un génocide dans son pays. Tout à fait. C'est pas loin, c'est génocide. Génocide. Alors il a rappelé les enfumades de Bugeaud, les essais nucléaires, le génocide, tout y est passé. On doit être maintenant, parce que chaque année ça augmente, ou chaque mois ça augmente, on doit être à 5 ou 6 ou 6,5 millions de martyrs aujourd'hui. Le chiffre augmente. À chaque discours, oui, le chiffre est actualisé.
Et puis alors, autre chose... Ça, et le génocide, ça a une signification juridique définie à Nuremberg. Ça veut dire qu'il fallait éliminer le peuple algérien, enfin le peuple arabe algérien. L'intention de l'éliminer, ce qui n'était pas le cas de la colonisation française et anglaise ou américaine. Exactement, y compris... C'est un phénomène du 19e siècle, du 18e siècle. Et on peut dire tout le mal qu'on veut et justifier quelquefois, mais il n'y avait pas de génocide et d'intention de tuer. C'est pour ça que ce discours est quand même un tournant de la part de et alors, des autorités. Et à ce discours s'ajoute Paris. On demande à Paris de venir nettoyer les sites des essais nucléaires réalisés par la France dans le Sahara algérien entre 1960 et 1966. Oui, parce qu'il y a eu des essais nucléaires, comme vous le savez, faits au Sahara avec l'accord du gouvernement algérien. Oui, c'est vrai. Avec l'accord du gouvernement algérien. Et le président Tebboune me l'a rappelé lui-même dans un entretien que j'ai eu avec lui. Oui. Il m'a dit, oui, il y a cette question des essais nucléaires, mais je reconnais que c'était avec l'accord du gouvernement algérien, ça fait partie des accords d'Évian. Et puis maintenant, ils demandent... Et maintenant, ils disent, ce qui n'était pas dans les accords d'Évian, de payer ou de réparer. Oui, c'est... Donc on voit bien qu'il y a... pas de pays. Oui. Il y a une des histoires actuelles. Et à votre avis, alors, on peut en sortir comment de cette histoire? Ça va être très compliqué, en tout cas, effectivement. Soit est-ce qu'on montre, pardon, est-ce qu'on montre, est-ce qu'il y a un rapport de force à montrer, comme on le montre, on en a parlé plus tôt pour les plateformes numériques et le problème de X, la liberté, etc. Ou qu'est-ce qu'on fait? Soit nous continuons dans l'espèce de non-dit actuel, encore que le président de la République a parlé du déshonneur algérien, soit nous cherchons un rapport de force avec l'Algérie. Mais est-ce que nous le voulons vraiment? Et dans cette hypothèse, il y a un certain nombre de mesures pratiques que l'on pourrait prendre. Comme par exemple? Par exemple, réduire le nombre de visas. On est aujourd'hui à peu près à 300 000 visas. Par an. Oui. On peut les réduire. Alors, évidemment, c'est pas très... élégant, si je puis dire, parce qu'on prend les Algériens en otage, mais eux, ils prennent des otages également. Et encore, il faudrait que l'Espagne et l'Italie n'accordent pas de visa, se mettent d'accord avec nous, parce que Schengen permet... Bien sûr. Mais on peut dénoncer un échange de lettres de 2007 entre Kouchner et son homologue algérien, qui exempte de visa les titulaires algériens de passeports diplomatiques. Et ça, il peut être dénoncé avec un préavis de 3 mois. On peut dénoncer l'accord de 68, dont on a déjà beaucoup parlé ici. On peut regarder un peu ce qui se passe du côté des circuits financiers, immobiliers algériens en France. Le dinar algérien est inconvertible. 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 Vous allez dans un bureau de change ou une banque, vous achetez des dirhams marocains. Oui. Mais demandez des dinars algériens, on vous dira Kezako. Ah oui, c'est extraordinaire ça. Donc il y a un cours parallèle sur le marché noir algérien. Les chauffeurs de taxi algériens vous changent des dinars, mais il n'y a pas... Le dinar est inconvertible. Donc on pourrait regarder un peu tout ça, tous ces circuits financiers. Il y a l'accord de sécurité sociale avec l'Algérie. Bien sûr. Qui jumelé avec l'accord de 68. Les milliers de centenaires qui sont de 123 ans, qui sont encore en activité. Il y a un certain nombre de dispositions. Eh bien, écoutez, on en reparlera, hélas encore, parce que le feuilleton n'est pas fini et on aurait envie d'en rire, de peur d'être obligé d'en pleurer. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Voilà. Xavier Driancourt. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le 24 octobre 2023, nous étions avec Maud Koffler, nous étions pour Sud Radio à Rueil-Malmaison pour un entretien avec Jean-Marie Le Pen. Nous ne savions pas à l'époque que c'était le dernier entretien qu'il allait accorder à un média avant d'être parti pour d'autres cieux.
Nous voulions le voir, moi je voulais le voir parce que Jean-Marie Le Pen, quel que soit ce qu'on peut penser de lui, et Dieu sait s'il y a des choses qui nous séparent, eh bien c'était quand même un pilier de la vie politique française. Il avait dit des choses, et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ses excès, au-delà de ses errements, au-delà effectivement des choses extrêmement peut-être choquantes, même désagréables, dégueulasses pour certains, il a quand même été un lanceur d'alerte. Il a quand même dit des choses qu'on l'a traité de tous les noms, mais pendant 10 ou 20 ans, il a parlé de l'identité, il a parlé du métissage, il a parlé d'un certain nombre de choses qu'il fallait dire. Et je dois dire que quand on l'accuse de tous les maux sur la guerre d'Algérie, et Dieu sait s'il a eu sa part de responsabilité, mais d'autres, comme François Mitterrand, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, je rappelle, et d'autres personnes, puisque c'était un gouvernement socialiste, ont eu également leur part de responsabilité. Je rappelle des peines de mort exécutées pendant la guerre d'Algérie. Mais passons là-dessus. En tout cas, sur la politique française, il fallait écouter Le Pen comme on en écoute beaucoup d'autres, quelles que soient les opinions, on honore quelqu'un, et surtout, quand il est mort, on sait ce qu'on doit faire. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Jean-Marie Le Pen, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Je voulais vraiment, depuis quelque temps déjà, on voulait faire un point avec vous de cette situation tout à fait étonnante. Nous sommes en 2023, le monde est en train de basculer, on le voit, pour le meilleur ou pour le moins bon. On voit ce qui se passe en Russie-Ukraine, on voit ce qui s'est passé avec le Covid, on voit ce qui s'est passé en Arménie, aujourd'hui avec la guerre à Gaza, en Israël et ailleurs. Et on voit ce qui se passe dans cette Europe en général et dans cette France en particulier, où l'impression que nous avons, mais vous me direz, c'est qu'on est à la fois spectateur, et je dirais un peu un spectateur passif et un peu décomposé. Et je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Oui, l'Europe est passive, en quelque sorte. Les événements qui se déroulent tout naturellement dans l'histoire du monde ne la laisse pas indifférente, mais ne l'implique pas toujours directement. Oui. Et qu'est-ce qui explique, selon vous, cette passivité? Ou bien je crois que c'est l'affaiblissement progressif des différents gouvernements qui la composent. En l'occurrence, il n'y a pas de gouvernement européen, il n'y a même pas d'entente européenne, on peut dire. Mais et donc chacun tire de son bord. Assez modestement, dans l'histoire du monde, pour l'instant, l'Europe joue un rôle modeste et malheureusement probablement plus de sujets ou de victimes que d'acteurs principaux. Et et spécifiquement en France, vous considérez que cette espèce de suggestion, ou enfin de victimisation, je ne sais pas, vous qui avez connu cette France qui était quand même considérée de façon quand même comme un acteur du monde, qu'est-ce qui fait pour vous que nous sommes devenus spectateurs, et encore? Je crois que c'est l'affaiblissement général de nos forces, aussi bien politiques, militaires, syndicales, qu'autres. Je pense qu'il y a un recul de l'influence européenne dans le monde et que la France, en étant un des éléments principaux, eh bien, elle en est à la fois responsable et victime. Et victime. Et alors justement, vous vous êtes battu depuis, plus de 50 ans, on le sait, depuis bien avant, pour non seulement une certaine idée, il faut le dire, de la France, mais pour une France, et ce qui est très frappant aujourd'hui,
que les gens s'en réjouissent ou le déplorent, mais beaucoup de gens, je vois dans le personnel politique, même intellectuel ou autre, reprennent ce que vous aviez dit il y a 30-40 ans. Je ne dirais pas mot pour mot, mais pas loin. Il y a quand même quelque chose... Comment ça vous fait réagir quand vous entendez tel ou tel homme politique ou leader politique ou intellectuel ou autre dire oui, au fond, on aurait dû faire peut-être plus attention? Oui, mais c'est un hommage posthume qui m'est rendu en quelque sorte. Posthume. Je veux dire, un hommage passé. Ouais. Je crois avoir été dans ma vie politique relativement lucide, en tous les cas, tout à fait libre de penser et responsable donc de ce que je disais ou faisais, mais que ce que j'ai dit a pu quelquefois choquer parce que justement mes dires étaient en avance sur la perception qu'en avaient mes contemporains. Et il n'est pas toujours facile d'être un promoteur ou un ouvreur de route. En tous les cas, c'est dangereux. C'est dangereux. Est-ce que Jean-Marie Le Pen, est-ce que certaines choses que vous avez dites, en fait, vous aviez aussi un goût de la provocation, ou pas? À partir du moment où on énonce des vérités qui ne sont pas celles du commun, on est toujours provocateur. Je suis provocateur de quelqu'un. Non, je n'ai pas le sentiment. Je ne le faisais pas pour cela, encore que ça puisse être un procédé pour percer le barrage de la différence. Oui. Et oui, donc il y avait ça et ça faisait partie de... Mais je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez senti? Une chose dont je me rappelle, et qui est... L'histoire est intéressante. En 1983, vous avez fait, je crois, corrigez-moi si je me trompe, votre première grande émission, en ce qui, comme on dit les Américains, le jargon, le prime time à la télévision, dans l'heure de vérité, de François-Henri de Vérieux. Oui. Vous étiez passé et ça avait fait une très grande impression. Et après, est-ce que c'était bien la première fois que vous passiez dans une émission de très grande audience, où vous aviez déjà votre... ou pas? Je dois dire que je ne me souviens pas et que je n'inscris pas les différentes prestations que je fais dans un schéma... Oui, bien sûr. Non, pourquoi je vous dis ça? Je vais vous dire pourquoi pas pour me souvenir de l'émission de télévision. Mais François Mitterrand avait, paraît-il, exigé, c'était le service public, que vous passiez à une heure de grande écoute, et pratiquement deux mois après, il crée SOS Racisme. Dans la tradition de dire, on va faire un peu l'équilibre. Et quand vous avez senti que, au fond, ce que vous faisiez, vous, il y a eu après le choc de 2002, mais on en reparlera, quand vous avez senti que la France était en train de basculer dans quelque chose d'autre, est-ce que c'est il y a 40 ans ou est-ce que c'est plus avant, personnellement, vous-même? Je crois que c'est une évolution qui ne s'est pas démentie, il n'y a pas eu d'accélération particulière. Non, nous sommes dans un procédé de décadence de la puissance politique, économique, morale. Et il y a des moments plus ou moins rapides, mais imperceptibles, pour ainsi dire, au grand public. Mais alors, est-ce que c'était inscrit? Pourquoi, selon vous? Pourquoi cette décadence? Pourquoi ce processus? Est-ce que c'était inscrit? Est-ce que c'était inéluctable? Est-ce que c'était mektoub ou pas? C'est l'usure des institutions, quelles qu'elles soient, et des situations sont mouvantes, les équilibres se modifient, et qui dépendent généralement pas de nous. Et nous en sommes donc par conséquent les victimes. Mais
quelle qu'elle soit, nous devons faire face. Et nous essayons de trouver des réponses à des questions dont nous ne connaisserons pas toujours l'intitulé. Mais vous l'avez senti quand même, puisque vous en parliez très tôt. En tout cas, vous aviez pris position en disant, je me rappelle votre Jeanne d'Arc, sauve-nous. Je veux dire, vous aviez pris position, en tout cas, en disant, mais il faut casser ce processus, ou en tout cas, essayer de l'endiguer. C'est ce que vous disiez à maintes reprises. Oui, je ne vais pas dans ce domaine changer d'idée. Ma base de réflexion est principalement nationale. Et je considère, même si le mot a perdu de sa force, que la nation reste un élément fondamental de la science politique. Et donc des éléments de détermination, des volontés qui s'expriment. Cela étant, je n'ai pas le sentiment d'avoir été le promoteur de solutions particulièrement remarquables, si ce n'est que d'apporter à chaque fois la réponse que tout naturellement devaient donner les institutions politiques de défense de la nation, que je considère comme un élément fondamental de l'équilibre des sociétés. Après cette petite pause, la continuité de mon entretien avec Jean-Marie Le Pen. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Jean-Marie Le Pen, nous sommes toujours avec vous et il y a une question que je voulais vous poser parce que vous avez traversé, je dirais, une bonne partie du XXe siècle et une bonne partie du XXIe. Et oui. Et en fait, il y a quelque chose, je voulais vraiment vous demander, comment vous avez côtoyé le personnel politique, pour ne parler que de celui-là, des années 50, 60, 70, etc., 80. Nous sommes en 2020, et quand vous regardez le personnel politique d'aujourd'hui, pour ne parler que de la France, mais on pourrait aussi parler du reste, comme vous voulez, c'est quand même, il y a quelque chose d'assez frappant sur les différences. Non, qu'est-ce qui vous paraît frappant, vous? Ce qui me paraît frappant, c'est la baisse de niveau. La baisse de niveau. Oui, la baisse de niveau, de personnalité, de stature, d'épaisseur quand même. Oui. Ceci est en effet un des signes du temps. La vie politique, si j'ose cette formule, est moins vivante qu'elle ne l'a été en d'autres temps, parce qu'aussi notre capacité à agir, notre puissance a diminué, s'est relativisé. Le rôle de la France en Europe et de l'Europe dans le monde n'ont pas augmenté, au contraire. Et dans cette situation, je dirais, d'attente des événements, parce que il y aura des événements déterminants, mais il y a de grandes chances qu'ils ne soient pas de notre fait. Mais vous pensez qu'il y aura des éléments déterminants, on va en parler. Oui, mais ça, écoutez, c'est une explication, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui fait quand même si la France ou l'Europe a perdu de sa puissance, et oui, c'est évident, mais qu'est-ce qui fait que nous avions, allez, je vais prendre des exemples, et je ne vais pas vous citer à vous, enfin, qu'est-ce qui fait que nous sommes passés de qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de Gaulle, d'un Mitterrand, et encore une fois, je ne fais aucune préférence politique, d'un Pompidou, même d'un, je ne sais pas moi, d'un Pasqua, allez, je ne vais pas les citer, à nos petits marquis d'aujourd'hui. Oui, je ne trouve là rien que de très banal. Somme toute, les statures sont dessinées a posteriori. C'est-à-dire que chacun essaye d'y mettre ce qui convient à son équilibre personnel. Ah, vous pensez qu'on projette? Je dois dire que la vie politique ne me surprend pas, si ce n'est qu'elle s'inscrit
dans ce que je crois être, hélas, une décadence de nos institutions, de notre morale, de notre intelligence. Alors, je vous repose la question, Jean-Marie Le Pen. Cette décadence, elle est due quoi, à la perte de puissance? Elle est due à quoi? Parce que on ne décadence pas comme ça, si je peux me permettre. Oui, elle est certainement liée à nos formules de savoir, c'est-à-dire d'éducation. Je crois que les différentes exigences ont baissé de niveau et que on tolère maintenant beaucoup de faiblesses que l'on n'aurait pas admises dans d'autres temps. Cette espèce d'indulgence à l'égard de l'effort, du travail, des valeurs qui étaient en quelque sorte jusqu'ici exigées de tous les États et de tous les gouvernements. C'est là qu'il y a, je pense, une différence. La demande est affaiblie. On se contente de peu. On est beaucoup moins exigeant. C'est ça. D'accord. Et donc, effectivement, il y a cette espèce de facilité qui règne, on le voit bien. Et en même temps, est-ce que vous pensez toujours qu'il y a cela, ça c'est, tout le monde le voit, enfin beaucoup de monde le voit, c'est clair. Est-ce que vous pensez aussi, pas pour employer des mots d'un certain général, est-ce qu'il peut y avoir, pour vous, ce pays que vous avez toujours aimé, défendu, etc., est-ce qu'il peut y avoir un sursaut ? Est-ce que c'est une pente inéluctable ou c'est quelque chose qui peut réagir sans savoir? Je pense que là, les éléments démographiques jouent un rôle capital. Nous sommes un petit pays démographiquement. Et nous n'avons pas de réel dynamisme dans ce domaine. Nous sommes donc conduits à des attitudes passives qui correspondent aux forces qui sont les nôtres. Le pays ne s'est pas renforcé dans le domaine de l'intelligence, de la qualité de vie, de l'exigence morale. Donc nous allons notre petit bonhomme de chemin en espérant que le ciel ne nous tombera pas sur la tête. Encore une minute, monsieur le bourreau. Oui. C'est un peu ça. Oui, c'est pas très... Mais juste, alors vous demandez par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, parce que ça a été quand même un des moments forts de votre vie. J'étais, il y a 2 jours, aux 50 ans du cercle algérianiste, qui se tenait à Béziers. Il y avait les Boualem Sansal, les Malika Sorel et tous ceux qui parlaient de tout ce qui s'est passé. On ne revient pas là-dessus, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, alors il y avait, je vous le résume, il y avait des gens qui disaient, mais si l'Algérie était française aujourd'hui, ce serait quand même, l'affrontement des civilisations serait encore plus fort. D'autres qui disent bon, c'est très bien que ça soit fait comme ça, mais le fait que, par exemple, quand vous entendez un président de la République qui dit la colonisation était un crime contre l'humanité, Emmanuel Macron en 2017 pendant sa campagne, quand vous entendez que l'Algérie a effectivement interdit le français dans les écoles privées algériennes, mais quand vous entendez aussi un Boualem Sansal qui dit mais quel dommage, ça a été un drame cette histoire parce qu'il y a une famille extrêmement importante qui devait être là et qui est partie. Avec le recul, 60 ans ont passé, aujourd'hui un peu plus de 60 ans, vous le ressentez, vous le jugez comment? J'ai été de ceux qui pensaient qu'il y avait un avenir de développement pratiquement sans limite pour la France à partir de sa plateforme nord-africaine et de l'Algérie française en quelque sorte. Et puis j'ai déchanté de ce rêve
Et je me suis adapté moi aussi à la réalité banale d'un pays qui survit dans sa grandeur, grandeur dont il n'est souvent pas responsable, mais dont il est le bénéficiaire, tout de même. Que dire? Je survis, comme la plupart de mes compatriotes, à un grand rêve qui était celui d'une France occupant un rôle plus important dans l'histoire du monde. Et je me résigne, enfin pour le moment, les événements peuvent eux-mêmes changer la donne, car ce sont, selon moi, plus les événements que les hommes qui déterminent l'avenir des sociétés. Et pour l'instant, ils ne sont pas favorables à une explosion de la puissance française. Oui, si on regarde cela effectivement avec un œil froid, je dirais, c'est vrai qu'on n'est pas très très encouragé. Mais je reviens à ce que vous disiez par rapport à quelque chose qui est arrivé. Je franchis, on ne fait pas une chronologie du tout, mais je voulais savoir qu'en 2002, vous êtes arrivé second aux élections présidentielles, avec, je me rappelle très bien, les cris d'orfraie pour certains et de joie pour d'autres, mais disant mais c'est pas possible. Alors pour eux c'était ça y est, l'occupation arrive et tout, et d'autres les cris de joie. Est-ce que très franchement aujourd'hui, encore une fois avec le recul, ça fait 20 ans, est-ce que vous y attendiez, c'était quelque chose qui était dans le cadre à l'époque normal et devait venir? Oui, ça ne m'a pas étonné. C'était prévu, prévisible et prévu par nous. Donc, ça n'a pas été surprenant. Oui. Et seulement avec la conviction aussi que les événements sont plus forts que les hommes et que nous ne manœuvrons, contrairement à ce qu'on croit quelquefois, que sur une portion très légère de l'espace. Très intéressant. Vous vous dites la marge de manœuvre humaine est très étroite. Pardon? La marge de manœuvre des hommes est très étroite. Bien sûr. C'est ça, c'est ce que vous dites. Ça me paraît évident. Marge de manœuvre des hommes très étroite et pourtant, le facteur humain joue. On va continuer avec Jean-Marie Le Pen dans cet entretien enregistré le 24 octobre 2023. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Jean-Marie Le Pen, vous suivez l'actualité mondiale, etc. Vous regardez les journaux, enfin la télévision, etc. Vous suivez tout cela, j'imagine, ou pas du tout. Je suis un observateur que j'espère avisé, mais de connaissances modestes de la réalité. Je n'ai pour me renseigner que les vecteurs habituels des citoyens, c'est-à-dire la radio, la télévision, les journaux. Oui, alors bien sûr. Et alors justement, parlons un peu, parce que je voudrais aborder cela. Quand vous regardez ce qui se passe, l'actualité, à travers le monde, à travers tout ce qui se dit, à travers... Justement, je voudrais avoir votre avis, parce que vous êtes arrivé dans un monde... où effectivement, la guerre, il y a eu 45, on sait ce qu'il y a eu après, la guerre froide, l'Amérique, l'URSS, ensuite l'effondrement de l'URSS avec la fin de l'histoire que prévoyaient certains comme Fukushima, ils disaient ça y est, l'histoire est finie, tout va aller bien. Et puis, juste après, effectivement, le 11 septembre, ensuite, ce qu'il y a eu, toutes les guerres, etc., la Russie-Ukraine aujourd'hui, et le basculement du monde avec les BRICS, avec la volonté de dédollariser le monde, et avec effectivement la volonté de bâtir une alternative au dollar et à l'Amérique. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Cela ne me transporte pas d'enthousiasme. Je suis observateur des événements politiques et de leur déroulement. Et cela ne me surprenne pas outre mesure.
la toute-puissance du dollar est mise en cause, mais elle l'est depuis longtemps. Et somme toute, elle n'a pas encore perdu sa guerre. Et je ne sais pas ce que l'avenir décidera de cela. Et je me borne à constater ce qui se passe, à observer avec décontraction et relativement bienveillance le déroulement des événements, en souhaitant qu'ils ne soient pas défavorables à mon pays. C'est le souhait que je puis faire. Mais alors justement, parlons revenons à la France et à l'Europe. Est-ce que pour vous, l'euro, l'Union européenne, aujourd'hui quand même on a 20 ans de recul avec l'euro, etc., ça a été une bonne chose, ou les avantages emportent sur les inconvénients et les bénéfices sur les risques, ou c'est le contraire? Je crois que vouloir construire une Europe par-delà les nations et contre elles était nuisible. Et donc, par conséquent, le déroulement, somme toute banal de la vie, qui fait qu'on s'accommode des différentes situations, fait que je constate que la France, dans l'Europe actuelle, joue un rôle qui est plutôt favorable à la fois à ses intérêts et en général aux intérêts de l'Europe elle-même. Donc pour vous, c'est un point positif, enfin c'est... Somme toute oui, mais en plus, si j'ose dire, on ne nous demande pas notre avis. Nous sommes là des éléments acteurs involontaires de la vie publique. Et nous marchons avec notre temps et celui-ci n'est pas particulièrement défavorable, je dois le dire, pour la France, et qui essaye de sauver ses billes avec assez de succès, je crois. Oui. Et donc, en fait, vous pensez que nous sommes plutôt pas mal lotis dans cette espèce d'évolution du monde, quoi. Oui, somme toute, oui. Somme toute, le rôle de la France est reconnu comme un des éléments fondamentaux de l'évolution de la société humaine. Et alors, par rapport quand même, parce que vous en avez aussi beaucoup parlé, Jean-Marie Le Pen, immigration, chômage, sécurité, insécurité, quel est votre... Là, je suis beaucoup plus pessimiste. Je pense que l'Europe va être submergée par l'immigration d'origine africaine, probablement. Et là, je crois que rien pour l'instant, en tout cas, n'est promu comme mesure de contrainte ou de règlement. Et c'est très inquiétant car nous risquons d'être submergés humainement parlant. Tout à fait. Et donc, de ce point de vue, effectivement, c'est un vrai problème. Mais là, justement, est-ce qu'il n'y a pas contradiction avec le fait qu'on dit, bon, la France... suit son chemin et on est dans une plutôt positive, mais de l'autre côté, il y a tous ces dangers comme ça, d'ailleurs européens aussi, et on ne sait pas où on va. Et vous vous dites, bon, écoutez, c'est intéressant parce que vous revenez à dire, et toujours, les événements sont plus importants que les hommes. C'est ça. C'est-à-dire, ce sont eux qui modèlent effectivement notre avenir et tout. Voilà. C'est ce que je crois. Je crois que les événements sont plus importants que les hommes, même si à certains moments, certains hommes peuvent jouer un rôle capital par rapport aux événements eux-mêmes. Mais je pense tout de même que l'évolution des temps conduit à un maintien du rôle de la France dans l'histoire du monde. Oui. Bah écoutez, espérons-le. En tout cas, je pense que tout le monde sera d'accord avec vous là-dessus. Je vais vous demander, Jean-Marie Le Pen, vous avez, dans votre vie, que vous ayez connu ou pas, quels sont les hommes ou les femmes politiques ou autres, il ne s'agit pas, que vous avez le plus soit admiré, soit qui vous ont concerné ou bouleversé? Est-ce qu'il y a, quelles sont les personnes, disons, vous avez quand même côtoyé énormément de monde, vous avez rencontré énormément de monde, et rencontré ou pas, ça peut être des écrits, ou des livres, ou des œuvres qui vous ont, vous, particulièrement touché, influencé ou concerné? Tout un tract comme ça, je dois vous dire que
il m'est difficile de vous répondre parce que certainement, je suis comme tout le monde le sujet de l'évolution des problèmes. Mais pour autant, comme je ne suis pas de ceux qui en décident, je me borne à observer. Non mais vous avez été décideur à un moment donné. Quand je dis décideur, ça veut dire que vous avez pesé sur à la fois l'opinion publique, sur les rapports. Vous avez toujours été quand même, Jean-Marie Le Pen, la personne avec laquelle on se démarquait ou on se marquait. Vous le savez très bien. C'est vrai, mais ça n'était pas déterminant dans la marche, ni dans des pouvoirs. J'étais un observateur souvent critique, d'ailleurs, de la situation politique et de l'avenir de notre pays. Et je disais mon sentiment, appelant toujours à la vigilance et à l'effort, qualité qui serait amoindrie, il faut le dire, dans l'histoire de notre temps. Oui, vigilance et effort, vous en parlez beaucoup et vous avez raison Et vous avez raison, enfin, je pense que raison d'en parler parce que rien ne se fait sans effort et dans tous ces pays émergents, on voit très très bien ce qui se passe. Juste un mot, est-ce que vous êtes concerné ou pas du tout par transition écologique, environnement, qui a pris une place énorme. Vous avez vu comment le nucléaire, à un moment donné, on l'a presque mis de côté. Enfin, maintenant, c'est plus le cas, parce qu'on disait, non, le nucléaire, c'est quelque chose de très mauvais par rapport... Est-ce que vos préoccupations, ça a été quelque chose qui a joué ou pas du tout, maintenant, avec le recul? Oui, bien sûr que oui. Je tiens compte de ces éléments qui sont fondamentaux, et en particulier ceux qui touchent l'énergie. Ses sources, son contrôle, son coût. Je pense que tous les hommes politiques responsables ont présent à l'esprit les différentes constitutions d'intérêt ou de groupement. Ça fait partie de l'évolution du temps. Ça fait partie de la vie des nations et comme tel, justifie l'attention évidente des dirigeants ou de ceux qui souhaitent l'être. Et vous, par exemple, justement, vous êtes né dans le pays breton, si je ne m'abuse. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été important, je veux dire, parce que il y a eu, vous savez, quand l'écologie est devenue politique, quand l'écologie est devenue politique, est-ce que c'est quelque chose, vous avez vu, croître le mouvement écologiste, qui est devenu aujourd'hui un parti, etc., etc. C'est quelque chose que vous considérez que l'écologie n'appartient-elle pas, à tout le monde et pas à telle ou telle mouvance politique? Non, mais je pense que il y a eu un Anschluss de l'écologie par la gauche qui est tout à fait injustifié. Moi, je me considère tout naturellement comme un écologiste naturel, c'est-à-dire un défenseur des équilibres harmonieux d'une société. Et je crois que je ne me démentirai pas en disant que la France, somme toute, est restée relativement modérée et équilibrée dans ce domaine. Oui. Je ne sais pas si la France est restée modérée dans ce domaine. Comme dit Jean-Marie Le Pen, il parle de l'anschluss de l'écologie par la gauche. À voir, à discuter. À tout de suite pour la continuation de l'entretien. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Jean-Marie Le Pen aussi, il faut le dire, là je voulais parler, quand je parle de culture, je parle des mots, vous avez quand même, on peut le dire, vous êtes parmi les hommes politiques qui avaient le goût du français bien dit,
et le goût du français bien écrit. Ça, même vos adversaires les plus récalcitrants et les plus résolus vous le reconnaissent. Et vous avez aussi, après, le goût de la formule. Quelquefois, la formule a un porte-pièce, alors qui déplaît à certains, qui plaît à d'autres. Mais c'est quoi? C'est votre goût? Ça a toujours été d'avoir un sens de la formule comme ça qui sort? C'est instinctif, en l'occurrence. Ouais. On émet une pensée, et soit on la contrôle, soit on la laisse libre, et soit on la contraint. Et moi, je suis un homme de liberté. Et si j'ai pu rendre quelques services, justement, c'est de dire les choses telles que je les voyais, telles que je les ressentais. Même si elles paraissaient choquantes, comme c'est normal. Chaque fois qu'une idée nouvelle ou apparentée à la nouveauté est produite. Non, j'ai vécu, j'ai survécu, puis-je dire, avec une bonne formation de base. J'ai eu cette chance. C'est quoi cette formation de base? Jean-Marie Le Pen, c'était quoi? J'étais au collège chez les Jésuites, à Vannes, une formation très classique. À base de travail, d'effort, de discipline, toutes vertus qui sont amoindries dans le courant des siècles, du siècle. Des siècles, il y en a eu deux. C'est vrai. Ah, c'est déjà pas mal. Mais oui, effectivement. Et vous dites que ça, c'est la culture qui vous a vraiment fait ce que vous êtes. Oui, je pense que c'est l'apprentissage du latin, du grec, des pensées anciennes, donc la relative valeur des opinions selon les moments historiques, tout cela contribuait à former l'honnête homme, en quelque sorte, l'honnête homme du XXIe siècle. Et oui. L'homme de la Renaissance, enfin, en tout cas, si on peut dire cela. Mais en même temps, Jean-Marie Le Pen, c'est intéressant parce que la politique, en tout cas, la famille, que ce soit votre fille ou votre petite-fille, elles sont extrêmement présentes. Mais c'est intéressant, c'est-à-dire que vous, en tout cas, vous êtes un arbre, quel que soit ce qu'on peut penser, qui a porté des fruits. Bien sûr, mais il ne les maîtrise pas. Mais il s'en réjouit d'ailleurs, car je considère qu'ils sont plutôt flatteurs pour l'arbre pour le chêne. Et je ne fais pas d'illusions sur la trace que nous laissons dans l'histoire du monde. Est-ce que vous êtes comme Giscard d'Estaing qui disait « La postérité ne gardera aucune image de moi ». Est-ce que vous pensez ça de vous? Non, je pense que le fait d'avoir été contesté sera probablement la plus sûre garantie que mon nom ne sera pas tout à fait oublié. Oui. C'est vrai, c'est-à-dire que vous n'avez laissé personne indifférent, en tout cas, ça on peut le dire. Ouais. Je me contente du peu. Le peu, écoutez, vous avez en tout cas, vous avez tracé, vous avez fait. Alors, dernière chose, je ne veux pas vous redemander les gens ou les écrivains que vous aimez, etc. Mais est-ce que vous pensez qu'un pays, c'est d'abord, entre autres, c'est d'abord sa langue mais la maîtrise de la langue est vraiment l'une des conditions d'être français, et que je dis français puisque nous sommes en France. Est-ce que c'est la langue le plus important pour vous? Est-ce que c'est la mémoire? Est-ce que c'est l'identité? Qu'est-ce qui est pour vous constitutif? Et c'est ma dernière question d'un pays. C'est l'ensemble de ses valeurs, mais il est bien évident que la langue est capitale.
parce que d'abord, le capital intellectuel, moral, psychologique que contient la langue en fait une poutre maîtresse de l'édifice de la pensée. Et c'est certain que les Français sont d'abord des gens qui parlent le français ou l'écrivent. Et que si eux apportent des modifications à l'état de cette langue, elle-même modifie l'état des psychologies de ceux qui s'en servent. Et le fait de parler le français, de le bien connaître, de l'étudier, sont des éléments fondamentaux de notre forme de civilisation. Et donc, l'écriture inclusive, ce n'est pas quelque chose qui vous attire beaucoup. Vous savez, où on met les points, les E, les points et les S. Vous savez, je sais pas, c'est suivi ces polémiques sur la cancel culture, sur le woke, sur le genre, etc. Oui, non. Je suis assez classique dans ce domaine-là. D'accord, oui. C'est pas vraiment quelque chose qui vous attire. Non. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Marie. Je vous en prie. Voilà, vous venez d'écouter le dernier entretien de Jean-Marie Le Pen accordé à la presse. C'était le 24 octobre et vous pouvez retrouver cet entretien diffusé sur le YouTube de Sud Radio quand vous le voulez. C'est en ligne.